Bonjour à tous. On continue à plonger profondément dans la containerisation, à aller jusqu'à l'orchestration et la clusterisation avec Swarm. Donc, on continue notre cycle de vidéo DevOps, Cloud et containerisation. Donc, comme je vous l'avais dit la dernière fois, cette fois-ci, ça va parler Swarm. Et on en était à ce petit. Alors j'ai fait l'inverse par rapport à ce que j'avais fait pour la containerisation. Là, on va commencer par regarder les principes, et puis après on va essayer de les illustrer. Donc les principes de base, la clusterisation, Swarm, ça veut dire essaim en anglais. Elle s'appuie sur les principes de base de la clusterisation. La clusterisation, ça nécessite de la sécurité, c'est-à-dire garantir que les nœuds et ce qui va avoir à faire à traiter des workloads sont sécurisés et qu'ils ne reçoivent du workload que d'un manager, enfin que le cluster constitue un web of trust, pour faire simple. Il y a un enjeu de distribution. Il va y avoir la nécessité de distribuer le workload sur l'ensemble des nœuds du cluster. Donc, il va falloir des agents. On va voir que c'est l'agent Docker en lui-même qui va être qui va permettre d'être aussi l'agent Swarm nécessaire à la clusterisation. On va voir la notion de distributed data store. On la réillustrera de façon plus fine quand on fera Kubernetes, c'est-à-dire un système de base de données distribué, surveillable, qui va permettre au cluster de sauvegarder à la fois son état de fonctionnement et l'état de ce qu'on lui demande d'exécuter, des workloads qu'on lui demande d'exécuter. Au niveau de l'agent, il va y avoir forcément la nécessité d'avoir une introspection. Alors j'ai mis slash metrics, mais c'est pas le cas, hein, c'est parce qu'on verra ce genre de choses quand on fera l'observabilité. Il y a une nécessité d'avoir une introspection pour regarder l'état de fonctionnement d'un nœud avant d'y distribuer du workload, c'est-à-dire quelle est sa charge, quelle est son activité, pour savoir si c'est le plus pertinent de venir exécuter le workload sur ce nœud ou sur un autre nœud. L'un des principes les plus importants est probablement la synchronisation. La nécessité de matérialiser des potentiels masters, des workers, alors j'ai mis slave, mais lisez plutôt worker, et de construire à partir de cette liste de potentiels masters, d'élire un seul et un unique manager qui va avoir à gérer le fonctionnement de l'ensemble du cluster. Et pour ça, on a des mécaniques de quorum pour définir si on a le nombre suffisant de nœuds et de managers pour pouvoir travailler. On s'appuiera sur un algorithme qui s'appelle le consensus de Raft, que je n'illustrerai pas forcément, mais je vais mettre un lien vers un site sur lequel il y a un simulateur très visuel pour regarder comment fonctionne le consensus de Raft. Et puis, la dernière chose importante qu'on doit avoir quand on parle de clustering, c'est évidemment la notion de communication. Et en clustering, elle est fondamentale puisqu'elle permet la communication entre les nœuds dans leur fonctionnement, mais aussi la communication dans le cas de Docker, la communication en termes de réseau, d'implémentation du réseau. On avait vu le réseau d'un point de vue local sur une version standalone de Docker. Là, il va nous falloir une vision overlay du réseau. Et on utilise VXLAN pour faire ce genre de choses. On passera très rapidement sur VXLAN. Dernière chose qui est importante quand on parle de Docker Swarm, pour le coup, et non pas uniquement de clusterisation, c'est le fait, alors si, parce que ça va être le cas dans beaucoup de solutions, on a besoin dans la partie communication d'une API qui va nous permettre d'interagir avec notre cluster. Et là, pour le coup, ça va être le démon Docker qui va nous permettre de faire ça. Alors, Docker Swarm, la clusterisation, le consensus de Raft. Il y a plusieurs managers potentiels dans un Docker Swarm. On va voir effectivement on va pouvoir définir des nœuds comme worker, des nœuds comme manager, que quoi qu'il arrive, il y en a qu'un seul qui est réellement aux commandes à chaque fois. Donc le lien, hein, vous avez vu https raft.github.io, qui est superbement bien fait. C'est un petit programme JavaScript en open source qui simule le consensus de Raft.
Je vous encourage à aller le regarder de façon visuelle. Du coup, le but, c'est de prendre un manager et qui est à l'état passif, qui va effectivement être candidat pour redevenir un manager actif et qui va devenir actif. Comment ça se passe? En fait, ben, tous les managers, au moment où on initialise, ils vont envoyer des pings. Le premier qui reçoit l'acquittement de ces pings se considère comme manager et vient effectivement faire en sorte que les autres renvoient des pings réguliers pour savoir s'il est toujours le manager. C'est très mal expliqué, je vous encourage vraiment à aller regarder la vidéo. Mais en gros, voilà, un manager passif devient candidat et ping s'il time out. Le time out est remis à zéro quand un ping arrive. S'il reçoit un nombre de pings suffisant par rapport au quorum, nombre de nœuds connus, il se considère comme manager. Le quorum n'est possible que s'il reste un nombre de managers suffisant. C'est rare que je lise, mais là, j'ai plus envie de vous envoyer voir la vidéo pour que vous ayez regarder ça de façon plus concrète. Avec cette mécanique de consensus, il est indispensable de ne pas faire des gros clusters sur 2 sites. Il va plutôt falloir faire des clusters sur 3 sites pour éviter les split brain ou autres bêtises du genre. Et puis, bah, cette implémentation va avoir des conséquences. C'est-à-dire que un swarm d'un nœud, la majorité potentielle est à 1, donc il n'y a aucune possibilité de tolérance de panne, mais un swarm avec 2 nœuds, ça sera pareil. Euh, En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on commence à avoir de la tolérance de panne à partir de 3 nœuds, de trois managers potentiels. Et puis, bah, voilà, vous vous conformez au tableau qui est sur la droite pour savoir à peu près comment vous allez construire votre cluster swarm. Juste rapide, hein, la partie construction, topologie des clusters, c'est pas forcément mon périmètre d'appétence principale, on va dire, hein. Il y a des gens qui font ça bien mieux que moi. En gros, ce qu'il faut comprendre, c'est que faire un gros cluster sur 3 sites, ça a des avantages. Une gestion centralisée, c'est une gestion simplifiée avec une seule instance à administrer. C'est des ressources partagées, donc on s'embête pas. Toutes les ressources sont accessibles, quel que soit l'endroit où on est. On est sûr que si on a des persistants de volume ou des choses comme ça, ils vont être accessibles par tout le monde. La mise à l'échelle, bah, ça se résume à intégrer un nœud sur le cluster ou d'intégrer des nœuds sur les 3 sites dans le cluster. Les inconvénients, c'est que si le cluster a une défaillance dans sa globalité, on perd tout le service. Il y a pas du tout de tolérance à la panne du cluster en lui-même. La latence, bah, c'est-à-dire que si effectivement vous avez ces 3 sites, ça veut dire que tout, toute la partie synchronisation, toute la partie synchronisation du cluster va être distribuée sur 3 sites. Si vos sites ont des défauts de performance réseau entre les uns par rapport aux autres, bah là, ça va vite s'exacerber. Les problèmes vont devenir concrets rapidement. Euh, c'est clair qu'il faut une config réseau très robuste, il faut une vraie garantie, une vraie résilience de la configuration de la partie réseau. Donc si vous avez un réseau super béton et ainsi de suite, bah, pas de problème. Si par exemple vous avez des réseaux qui sont un peu séparés avec des problèmes de latence, faut pas faire ce genre de choses. Alors après, faire 3 clusters distincts, disons que c'est beaucoup plus robuste, c'est plus résilient. Si un cluster échoue, bah, il reste 2 autres clusters. Ça fait une isolation, c'est-à-dire que les problèmes sur un cluster n'affectent pas les autres clusters. Donc, une opération malheureuse sur un cluster, bah, on est sûr qu'on va continuer à maintenir le service. Euh, la flexibilité, c'est peut-être de mon point de vue, un des avantages les plus importants. C'est de se dire qu'on va pouvoir gérer des clusters pour des usages spécifiques, pour des usages stateful, pour des usages, c'est-à-dire avec la nécessité d'avoir du système de fichiers distribué en dessous, des choses comme ça. Moi, je suis plutôt un, un partisan de monter 3 clusters. Par contre, effectivement, en termes d'administration, ça va être plus compliqué. Et au-delà de ça, en termes de déploiement, ça va compliquer les choses. Mais disons que si on a une entreprise qui est mature avec une systématisation de l'intégration continue, avec une systématisation de la mise en œuvre de templates qui vont cacher
la complexité de déploiement sur sur 3 sites, faire en sorte que dans les fichiers de CI, dans les fichiers de CI/CD, on ait cette topologie tricite qui soit cachée, et avec la cible platform engineering, et ce terme-là, on va le voir qu'à la toute fin de mes vidéos, bah, disons que ça ne devient plus un inconvénient. Par contre, au niveau des coûts, ça peut être un inconvénient si on joue pas la flexibilité. C'est-à-dire si on commence simplement à se dire c'est des clusters pris de façon très symétrique les uns par rapport aux autres, bah, ça veut dire que pour pouvoir avoir la capacité de résilience réellement, va falloir beaucoup plus de serveurs. Et puis, du coup, la contrepartie, c'est qu'on peut se retrouver avec de la sous-utilisation des ressources pour pouvoir avoir justement cette capacité à être réellement en capacité d'absorber le niveau de résilience sur un site, un ou deux sites. Alors, do- pour déployer un cluster Docker, ils ont essayé de trouver des solutions pour tout. Et puis, quand on essaye de trouver des solutions pour tout, souvent on a tout plein de solutions, mais pas forcément les meilleures. Mieux vaut se concentrer sur une chose et bien le faire. Et du coup, ils avaient mis en œuvre Docker Machine, qui permettait d'utiliser des providers. Alors typiquement dans le cas de figure, là j'ai mis VirtualBox, hein. VirtualBox, on peut l'utiliser de façon gratuite, mais attention, c'était un produit Oracle, c'est soumis à des conditions d'utilisation en fonction de là où on l'utilise. Je vous encourage à faire très attention dans l'utilisation professionnelle. Mais du coup, ça vous permettrait, si vous vouliez tester, de pouvoir le faire avec VirtualBox. Ça fonctionne forcément avec VMware, ça fonctionne avec OpenStack, c'est-à-dire sur des infrastructures cloud, sur des providers cloud. En gros, bah, vous lui passez Docker Machine pour créer chacun de vos nœuds, et puis ça vient vous créer des machines virtuelles. Pour faire ça, il y a d'autres outils qui sont plus effectivement tous forcément très open source, mais fabriqués par HashiCorp, qui produit euh, comment ça s'appelle, Terraform et Vagrant. Vous avez Vagrant qui va vous permettre de faire exactement la même chose. Moi, j'ai beaucoup utilisé Vagrant parce que c'était dans une syntaxe Ruby. Je fais énormément de Ruby, donc Vagrant pour moi était, euh, était une bonne solution. Je l'utilise un peu moins depuis que HashiCorp a revu un peu sa façon de voir les choses. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va nous instancier ces nœuds, et puis ça va nous mettre un petit boot to Docker qui est un petit Linux, un petit host Linux minimaliste sur lequel il y a Docker qui est installé et prêt à l'usage, la partie runtime et l'agent Docker qui est prêt à l'usage. Une fois qu'on a fait ça, bah, on a nos nœuds qui sont disponibles. Donc la technique, je vais passer vachement vite parce que c'est pas comme ça qu'on va faire. Mais initialiser un Docker Swarm, ça reste trivial. C'est-à-dire que si on a un Docker Swarm sur un nœud, Docker Swarm init, et c'est terminé. Si on commence à avoir plus de nœuds, va falloir sauvegarder les IP, les IP d'écoute des nœuds pour pouvoir faire les Docker join qui vont bien, et ainsi de suite. Donc sauvegarder les tokens du swarm. Quand on crée un swarm init, il nous dit, bah voilà, ça c'est le token pour ajouter un manager, ça c'est le token pour ajouter un worker. Et puis bah du coup avec cette mécanique, on va venir associer, attacher les différents nœuds dessus. Et puis bah après on va pouvoir l'utiliser. On va pouvoir créer un réseau AppNet en overlay dessus, et puis on va pouvoir déployer des services dessus. Tout ça, c'est des mauvaises pratiques, ce que je vous montre, parce que c'est faire les choses à la ligne de commande et ainsi de suite. Vous allez trouver ça sur plein de how-to, plein de documentation. N'utilisez pas Docker Service Crate. Utilisez la syntaxe compose, utilisez la mécanique Docker Stack. D'accord. Du coup, je vais pas aller beaucoup plus loin. Et nous, ce que je vous conseille, c'est que pour déployer votre service Swarm, votre infrastructure, c'est là on n'utilise plus Ansible ou Chef ou Puppet pour déployer une application. Par contre, rien ne nous interdit de l'utiliser, ou un OpenTofu si on doit créer des machines et ainsi de suite. Donc la partie machine, bah, peut-être qu'on va plutôt utiliser OpenTofu pour créer sur l'infrastructure as a service, pour créer nos nœuds sur l'infrastructure as a service, et puis potentiellement après derrière de l'Ansible pour venir déployer les nœuds dessus. Donc Ansible, ça peut servir à déployer un cluster de test sur par exemple
du QEMU ou un nœud de test, hein. Alors un cluster, ça peut être un seul nœud, c'est un peu idiot, mais l'avantage, c'est qu'on va pouvoir bénéficier de certains avantages et de certaines bonnes pratiques, et puis d'avoir un environnement sur lequel, sur un seul nœud, on peut reproduire, on peut utiliser, exécuter ce qu'on va déployer sur un cluster avec plusieurs nœuds. On peut se servir d'Ansible pour déployer le cluster en lui-même, mais ça c'est ce que je vous dis, on va plutôt favoriser les outils qui sont faits pour faire de l'infrastructure as code, donc des choses comme OpenTofu. Et puis on va potentiellement, et c'est ce que je vous propose pour pouvoir tester, bricoler et commencer à regarder un petit peu Swarm sans forcément vous déployer plusieurs nœuds. Vous n'êtes pas obligé de le faire, hein, clairement, hein. Vous allez commencer à pouvoir bricoler un peu avec Docker Swarm en faisant un simple Docker Swarm init sur votre machine. Donc, on regardera un petit peu comment on peut avoir un petit playbook ultra simple pour pouvoir faire du mono-host. Euh, Malgré tout, je veux qu'on regarde Ansible ensemble. Pourquoi Ansible c'est bien et pourquoi j'ai décidé de vous parler d'Ansible? Parce que l'idempotence. Parce que se dire que finalement ce qu'on fait et l'orientation qu'on a sur le cloud, sur l'orchestration du cloud et l'approche descriptif versus impératif, elle n'a pas commencé quand on a commencé à parler de clusterisation et d'orchestration de containers. Elle a commencé quand on a commencé à parler d'automation. Et appréhender ces outils d'automation, c'est appréhender les bons enjeux et un bon paquet des enjeux des 12 factors. Typiquement, l'isolation de la configuration par rapport au package, le fait de ne jamais créer un package avec de la documentation, avec de la configuration. Ça, c'est des choses que je vous ai évoquées quand on a fait les 12 factors. Bah, faire l'effort d'intégrer des outils comme Ansible, c'est déjà faire un pas sur ce genre de choses. Ansible, comment ça marche et pourquoi ça. À l'époque, j'ai fait du chef, moi, plutôt, et parce que, encore une fois, c'était de la syntaxe Ruby. Pourquoi Ansible a percé? Parce qu'Ansible, il a l'avantage de ne pas avoir besoin d'agents. Il a juste besoin que sur les machines sur lesquelles on va vouloir déployer, il y ait SSH de déployer et Python. Et puis et du partage de credentials, de certif SSH, de certificat SSH, et puis ça fonctionne. Donc effectivement, il y a un petit ticket d'entrée sur sudo, sur la configuration sudo, sur la configuration SSH, sur le prérequis d'installation de Python avec les bonnes versions qui vont bien. Mais une fois que ça c'est fait, en fait, le code d'Ansible par lui-même va se naviguer au travers des SSH. Donc, sur une machine qu'on va appeler un Ansible Management Server, hein, on va poser un certain nombre de. On va poser Ansible en lui-même avec des modules, c'est-à-dire des fonctionnalités d'Ansible pour manipuler par exemple des services, manipuler des fichiers, des templates, des configs, pour manipuler des utilisateurs, pour démarrer, arrêter des services et ainsi de suite. On va avoir des modules pour beaucoup de choses, y compris des modules pour faire de l'infrastructure as code. Et puis après, ces modules, on va les utiliser dans ce qu'on appelle des playbooks. Ces playbooks peuvent faire référence à des rôles, c'est des sous-playbooks, hein, je vais faire très simple, hein, c'est des sous-playbooks. Et ces playbooks vont être applicables sur un inventaire. Et cet inventaire, c'est des groupes de serveurs, des groupes de machines sur lesquels on veut faire telle ou telle action. Donc potentiellement, je vais avoir un inventaire, moi, avec des nœuds managers et des nœuds workers. Et une fois qu'on veut déployer, dans mes playbooks, je vais dire que je veux appeler un rôle qui installe Docker, un rôle qui configure un ou des managers, et un rôle qui configure et qui installe des workers. Si j'exécute ça, eh ben en fait, il va d'abord exécuter le rôle Docker sur tous les nœuds, parce qu'il est nécessaire pour tout le monde, donc ça veut dire qu'il est applicable pour manager et worker. Et puis potentiellement, il va venir spécialiser certains des nœuds pour que ça devienne des managers ou des workers. Ansible, pardon, c'est pas un shell distribué. Alors, vraiment, mon script, je suis aux limites du tolérable, c'est pas un script, mais en gros, ce que je vais vous faire comprendre, c'est qu'un script, on peut faire les choses de façon impérative, dire via SSH installe Docker, via SCP pose une conf et via SSH lance un service Docker start. Dans Ansible, on va vouloir faire exactement la même chose, mais on va pas le formuler de la même manière. On va lui dire je veux que le package Docker soit déployé. Je veux que Docker soit configuré. Je veux que Docker tourne. C'est-à-dire, je ne décris pas une action, je décris un état.
je ne suis pas dans une approche impérative, je suis dans une approche descriptive. Donc si jamais j'exécute une première fois, le résultat va être exactement le même. C'est-à-dire que si jamais j'ai jamais rien installé dessus, le SSH install Docker, il n'y a aucune raison qu'il se passe mal. Le SCP de la conf, il n'y a aucune raison qu'il se passe mal. Il y a le SSH service Docker start, il n'y a aucune raison qu'il se passe mal. Par contre, je ne fais aucun test. Je ne blinde absolument pas mon script. Je ne vérifie pas les principes d'idempotence des opérations en elles-mêmes, alors que de l'autre côté, Ansible, lui, je l'ai écrit dans un principe idempotent. Si je réexécute une deuxième fois, il est fort probable que dès la première ligne, quand j'essaie d'installer Docker, il m'envoie un code de retour 0 parce qu'il a déjà installé Docker. Et que mon script, si je ne l'ai pas raffiné suffisamment, c'est-à-dire que je n'ai pas fait le gros travail pour faire un script qui détecte le fait que c'est déjà installé pour pas se lancer, et qui envoie un code 0, bah ça va pas aller plus loin. Donc je me retrouve avec SSH install Docker qui a pas fonctionné, et puis potentiellement le SCP conf va pas être fait, le SSH service Docker va pas être fait. Mais ce qui est plus grave que ça, c'est que si potentiellement j'avais remodifié ma conf, que je voulais appliquer une nouvelle conf, elle va pas être applicable puisque je vais avoir planté à la première étape. Alors que dans le cadre de Ansible, si j'exécute le même playbook, il va rien faire du tout, mais il va le faire ce rien du tout. Il va vérifier que le package est présent, il va dire c'est présent, j'ai rien à faire. Il va vérifier que Docker est configuré, il va vérifier qu'il est configuré, j'ai rien à faire. Il va vérifier que Docker tourne, et donc Docker tourne, il va rien à faire. Mais du coup, il va me rendre la main avec un code de retour 0. Il va me dire non, non, c'est bon, mais j'ai rien fait. Vous voyez qu'il y a une petite différence, mais on va vraiment l'illustrer. Imaginez, je stoppe volontairement Docker. Bah, il n'y a aucune raison que je redémarre Docker, puisque dans mon cas de figure, il est probable que je me sois arrêté directement à SSH install Docker qui est déjà fait, je ne vais pas plus loin. Donc il ne va pas relancer Docker. Si jamais je voulais modifier une conf, il ne va pas modifier la conf. Dans notre cas de figure, là, j'ai arrêté Docker, il a redémarré et puis il me dit, il me renvoie un code de retour 0. Il a relancé Apache parce qu'il a vu qu'il n'était pas lancé et potentiellement il peut même faire une notification JSON que je peux utiliser pour un système de sup pour n'importe quoi. Je peux récupérer les sorties dans un formalisme euh, sérialisable. Et ça, c'est dû au fait que l'idempotence, elle est nativement produite par la solution Ansible, comme dans beaucoup d'outils d'automation, et puis que du coup, on peut relancer N fois le même processus, on a la garantie qu'il fournira le même état final. C'est ça l'idempotence. Alors, là où ça devient super pratique, c'est qu'en plus, on va pouvoir avoir des notions assez efficaces. On peut effectivement, on a l'équivalent d'un playbook. Alors, je vous ai montré un peu la syntaxe. On peut lui dire install Apache. Donc, ça va utiliser le système apt sur le package Apache 2. Ça va lui dire de faire un apt update si c'est nécessaire, d'installer systématiquement la dernière version. Donc en plus, si jamais la version est mise à jour, bah, ça pourrait potentiellement le mettre à jour automatiquement. Et là, je peux avoir cet avantage aussi du mécanisme de template. On va pouvoir créer, c'est-à-dire que le fichier de conf va être identique quels que soient les environnements. Vous vous rappelez, 12 factors, ISO. Là, j'ai un seul fichier de conf et c'est juste les variables qui le rendent spécifique à son staging qui sont différentes. Donc le port et le pass potentiellement. Et l'avantage, c'est que on va pouvoir créer ce qu'on appelle des groupes var, définir pour chaque groupe de l'inventaire, prod ou pré-prod, des valeurs de variables différentes qui vont être templétisées. Donc avec une source au format Jinja, on va pouvoir effectivement la templétiser dans un fichier de destination. En plus, ça va nous permettre de gérer facilement les droits du fichier, et puis on va avoir cette fonctionnalité de notification. Typiquement, si jamais on exécute le module template, il templatise parce qu'il y a eu des nouvelles variables qui ont été fixées, et ben, il peut notifier le fait qu'un un redémarrage d'Apache est nécessaire. Parce qu'effectivement, au moment où il va faire le calcul de checksum entre le fichier d'origine et le fichier euh, régénéré à partir du template, il va dire ah c'est pas le même fichier, donc je mets à jour le fichier et je notifie restart Apache. Et ça déclenche ce qu'on appelle un handler qui va effectivement de façon impérative
faire un relancement d'Apache. Alors effectivement, on voit que Ansible est capable de travailler de façon impérative avec ce fameux state restarted. Ça veut dire que là, à chaque fois qu'on va exécuter ça, il va faire un restart explicite, mais ça n'est déclenché que sur notification. Donc on reste idempotent. Donc, si on essaye de regarder, bah, l'avantage, c'est que depuis un playbook de ce type-là, on a des variables différentes. Par exemple, pour la prod, j'ai un port 80 sur le pass var wawa, alors que pour la prod, je m'exécute sur un port 80-80 sur le même pass. Depuis un playbook et le template, avec des valeurs de configuration différentes, on va pouvoir déployer notre service sur des instances différentes. Donc ça, c'est un des autres avantages de Ansible. On va aller encore un cran plus loin sur cet exemple-là. Avec le même playbook et le même template, imaginons, on déploie Apache. Première itération. Je déploie Apache. Nickel, tout va bien. On stoppe volontairement Apache. On relance. On a ce fameux mécanisme qui fait que même si effectivement là pour le coup le handler se déclenche pas, Apache doit être lancé, d'accord? Donc alors oui peut-être que sur cet exemple pour que ça fonctionne vraiment, il aurait fallu un, un service Apache started, d'accord? Pour que effectivement il vérifie qu'il était à l'état started. Il manque peut-être un petit élément, mais ça reste dans la syntaxe Ansible. Imaginez, il y a quelqu'un qui modifie la conf sur le serveur. Vous vous rappelez les deux commandements que je vous ai dit, on ne modifie jamais une configuration sur un serveur parce que normalement le fameux playbook Ansible doit être lancé dans la chaîne d'intégration continue via la chaîne d'intégration continue sur les pipelines de déploiement de la chaîne d'intégration continue. Et normalement, si on veut modifier une variable de configuration, on la met en gestion de version, qui a valeur de gestion de conf, dans un principe GitOps, on le verra à la fin, hein, on parlera du GitOps. Et quelque part, qui va donc être répercuté de façon automatisée, de façon sécurisée. Qu'est-ce que va faire effectivement si on a modifié la conf directement? On va redémarrer Apache et il va remettre l'ancienne conf. Donc les modifications qui ont été faites par les gens à la mémine, perdues. Alors que si on les avait mis dans les groupes vars, qu'on les avait déployés au travers du playbook via la chaîne d'intégration continue, ben là on n'aurait pas eu de problème. Mais par contre, ça veut dire que si quelqu'un a corrompu le système, bah nous, on peut le remettre avec la bonne configuration. Donc là, on remet la bonne configuration telle que spécifiée dans la gestion de version. Et on respecte le code base, la partie code base, tout doit être sous gestion de version, y compris la configuration. D'accord? Et le principe, c'est de se dire que, pardon, je suis allé un peu vite, c'est de se dire que si par contre, il y a quelqu'un qui veut modifier la configuration correctement, qu'il le fait depuis la chaîne d'intégration continue, elle va être déployable au travers d'Ansible. Si vous avez bien compris tout ça, deux mots supplémentaires sur les tests. Faire écrire des tests d'exploitation, ça ne sert à rien. On utilise un outil d'automation idempotent, c'est-à-dire qui décrit l'état attendu du système, et donc déployer, c'est tester. On peut même effectivement en plus avec des outils comme ça faire ce qu'on appelle des lancements dry run, c'est-à-dire qui donnent de façon explicite ce qu'ils vont faire et avant de le faire, et c'est-à-dire ils décrivent les impacts potentiels qu'ils détectent. Donc ça peut vraiment permettre de faire des outils de test, même non intrusifs pour le coup. C'est pas forcément l'application la plus courante, mais donc normalement, dans un cas le plus concret, quand on a un système d'observabilité, un Prometheus ou quoi que ce soit, ou un Zabbix qui est mis en place, la première chose qui doit être tentée quand un service ne fonctionne pas, c'est de relancer le playbook, puisqu'il décrit l'état du système tel que voulu. Pourquoi donc je vous ai parlé d'Ansible? Parce que finalement, l'orchestration, ça va être le même principe. D'accord? Donc là, pour en infrastructure, pour Ansible pour déployer, en infrastructure as code pour le cloud, c'est OpenTofu qui va vous garantir que votre infrastructure, elle est dans l'état qui est attendu, qui est voulu, et qu'on a versionné cet état. Et c'est ça qui est important, c'est de se dire que ces fichiers, le as-code, ce as-code va être, comme nous dit Codebase dans l'Étoile Factor, va être mis en gestion de version et va avoir valeur de gestion de configuration. Et puis dans d'autres cas, par exemple, les fichiers qu'on va écrire avec Swarm, les composes qu'on va décrire avec Swarm sont représentatifs de l'état du service tel qu'on veut qu'il tourne. Donc avec Docker, mais ce qu'on verra à la fin,
avec un manifeste sur du PaaS ou du Kubernetes, on va avoir la totalité des éléments nécessaires à notre application qui vont être, et on l'avait déjà vu sur la vidéo sur le cloud, qui vont être matérialisés dans un manifeste. Donc, lâchez votre clavier quand vous commencez à faire des tests. Oui, faire des tests de vie, c'est-à-dire matérialiser des tests et du test logiciel, c'est-à-dire du test unitaire. On en parlera quand on fera la partie CI/CD. Oui, évidemment. Par contre, le test d'exploitation, la syntaxe, le domaine spécifique du test d'exploitation dans un déploiement sur de l'infrastructure as a service, c'est de l'Ansible. Dans un infrastructure as code, c'est de l'OpenTofu. Et puis, on va voir que pour le cloud, bah, les manifestes vont nous servir à ça. Alors, je vous l'avais dit, hein, si vous voulez effectivement vous faire un petit playbook rapide pour déployer sur une Ubuntu, vous avez une machine sous Ubuntu. Bah voilà, jusqu'à présent, sur une Ubuntu, vous pouvez installer Docker avec docker.io. C'est-à-dire, vous avez une Ubuntu tout à fait classique. Sur les dépôts canonical, vous faites un apt-get update, apt-get install ubuntu.io, et ça vous installe Docker fourni par Canonical. Le problème, c'est que c'est pas forcément à jour. Et la pratique, c'est d'aller chercher sur ce qu'on appelle des PPA, des registries tierces. Et pour faire ça, bah, du coup, bah, vous avez une première tâche, c'est installer apt transport HTTPS, les autorités de certification, curl, Software Properties Common, qui vont vous permettre de bien déployer au travers de PPA, de registries tierces. Et puis vous allez, pour pouvoir installer une registrie tierce, avoir besoin d'aller chercher une clé PGP qui vous permette de vous assurer que ce que vous récupérez depuis cette registrie tierce est bien signé par les gens qui prétendent les avoir produites. La sécurité d'un système de dépôt ne repose pas sur le transport, elle repose sur la signature. D'accord? Et c'est important, hein. C'est pas parce que vous allez chercher des packages sur un repo HTTPS que vous êtes sûr de vous. Non, va falloir vérifier que ce qui est dessus, et même un dépôt HTTP n'est pas un trou de sécurité. D'accord? Alors que, mais par contre, faire en sorte que quand vous, et le système de packaging est performant s'il le supporte. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il va chercher un package, il doit vérifier que ce package a bien été signé à partir de la clé PGP. Donc cette opération, par contre, la compromission du serveur de clé, là c'est grave, parce que ça veut dire que si dans la phase d'installation, vous déployez et puis qu'au moment de l'installation, le serveur de clé est compromis, c'est pas bon, c'est très mauvais même. Donc une fois que vous avez installé votre clé avec apt-key, là, vous ajoutez un apt repository. Vous voyez, il y a des modules pour tout, hein. Il y a un module pour apt, un module pour apt-key, repository. Il y a des modules pour tout en Docker. Et là, pour le coup, la doc de Docker, elle est vraiment très bien faite. En plus, elle respecte bien le principe de moindre surprise. Chaque documentation est structurée de la même manière. Donc, vous, très facile de se débrouiller avec la doc d'Ansible. Euh, du coup, ensuite vous installez Docker, donc apt Docker, et cette fois-ci c'est Docker CE qu'on va chercher, puisque là on a été rajouté le dépôt PPA, la registrie PPA du projet Docker en lui-même. Download Docker.com, Linux Ubuntu, c'est un dépôt Debian euh, maintenu par Docker, sur lequel vous allez récupérer Docker CE. Et puis après, bah, vous faites, je vous ai mis un petit code. Il n'y a pas toujours la capacité d'être idempotent. Dès l'instant où vous allez utiliser le module commande qui permet d'exécuter une commande shell, et c'est nécessaire pour faire l'initialisation d'un Docker avec Docker Swarm par exemple, il va falloir que ce soit vous qui preniez le temps de gérer l'idempotence. Donc là, dans le cas de figure, comment on va faire? Bah, on va faire typiquement un initialiser Docker Swarm, on va faire une commande Docker info, on va register le résultat de cette commande dans une variable qui s'appelle Docker info, et puis après, au moment où on veut faire le Docker Swarm init, on va vérifier que il y a dans la structure stdout de la variable Docker info, on a la chaîne Swarm active. S'il y a cette chaîne, ça veut dire que Swarm est installé. Donc, la commande Docker Swarm ne s'exécutera pas si c'est déjà installé. Ouais, ce que je vous montre là, c'est que on ne peut pas toujours avoir 100% d'idempotence s'il n'y a pas le module qui le permet. Dans notre cas de figure, il n'y a pas de module qui permet de déployer, d'initialiser un Docker Swarm. Donc là, typiquement, on le fait avec une commande, avec un module commande. Mais dès que vous utilisez un module commande, c'est à vous de gérer l'idempotence. Donc pour lancer ce playbook,
Il y a une petite astuce, hein, donc là on l'a vu, il est en host localhost, et puis plutôt que d'avoir à faire un fichier d'inventaire, vous faites anti playbook, vous lancez le playbook qui correspond, avec l'option moins connect égale local et local. Et ça va vous bypass le mécanisme SSH, ça va vous exécuter en Ansible directement sur la machine, sans avoir besoin d'un fichier d'inventaire. Donc ça vous permet d'avoir un Docker CE déployé. Alors, il n'y a évidemment pas besoin d'un playbook pour déployer un Docker.io, hein, apt-get install Docker.io, et puis Docker Swarm init, hein, si vous voulez tester rapidement. Par contre, si vous voulez effectivement, plutôt que de le faire à la main, déployer un Docker CE, bah, vous allez sur mon répertoire formation, vous récupérez ce fichier et puis vous le déployez à la main. Ou alors, je ne sais plus si je l'ai mis, mais c'est pas très long, c'est pas très compliqué. Vous arrêtez la vidéo et puis vous réécrivez. J'essaierai de le mettre sur le répertoire formation si c'est pas le cas. Donc, on déploie les dépendances, on installe la clé PGP, on installe un dépôt, le dépôt apt, on installe Docker CE et on initialise le swarm. Une fois qu'on a un swarm opérationnel, on va pouvoir refaire un petit exemple, le petit exemple qu'on avait fait avec Trafic. Et on va voir que par contre, il y a quelques petites finesses pour utiliser Trafic. On va les lister. Donc ça, c'est pareil, vous avez les exemples dans le répertoire. La première, c'est que il y a plusieurs types de binding quand on va faire du swarm. Il y a du binding du cluster IP et du host IP. Et donc là, pour que trafic soit accessible sur les interfaces host, il va falloir lui faire un binding explicite en lui disant le port target, le port published en mode host et le protocole que vous utilisez. Donc ça, c'est attention, au lieu de faire des bindings en une ligne tout court, bah là, vous allez être obligé de faire des bindings explicites pour que ça fasse du host binding. Sinon, par défaut, ça va faire du cluster IP et le cluster IP ne fonctionnera pas pour que vous puissiez accéder depuis la machine hôte. Deuxième finesse que vous allez avoir à mettre en place, cette fois-ci, il ne faut plus fonctionner en Docker, il va falloir fonctionner en Swarm. J'en profite pour mettre expose by default égale false, qui permet de faire en sorte que si on n'a pas de label, le trafic peut fonctionner pour dire je route quand même les services, même si on n'a pas le Docker enable égale true. Donc ça, c'est pas une bonne façon de faire. Donc mettez-le tout le temps en expose by default égale false pour faire en sorte que vous utilisez bien le mécanisme de label. Et ça, vous auriez très bien pu le mettre aussi sur le premier exemple qu'on a fait quand on a fait compose. Donc ça, vous devez par contre effectivement lui mettre provider swarm network égale traffic net pour que ça fonctionne correctement. Et là, on commence à avoir des spécificités de Swarm sur le fait qu'on peut définir des contraintes. Encore une fois, je ne cherche pas à être explicite et détaillé. Vous avez la doc de référence sur Compose pour regarder les différences entre Swarm et Compose. La syntaxe Compose a évolué pour supporter Swarm, mais on voit qu'on commence à avoir des choses qui permettent de parler de la façon de déployer. Et là, on peut lui dire, par exemple, ne te déploie que sur un nœud du type manager. Alors, dans notre cas de figure, là, si vous déployez un mono host, il va être manager, donc ça sert strictement à rien, mais c'était juste pour vous montrer. Je vous avais évoqué aussi le fait que il va falloir gérer le réseau de façon spécifique. C'est-à-dire, avant, on utilisait un driver bridge qui bridgeait l'interface réseau physique avec l'interface virtuelle de Docker. Là, cette fois-ci, il va falloir qu'on passe par ce fameux réseau overlay, ce réseau transient sur l'ensemble des nœuds, et dire que quand on crée un réseau Docker, il soit transient en overlay sur l'ensemble du cluster. Et donc, il faut le faire de façon explicite. TrafficNet, driver overlay, cette fois-ci, pour que ça fasse un réseau qui ne soit pas spécifique à un host, qui ne soit pas bridgé sur l'interface réseau d'un host. D'accord? Au niveau du service, cette fois-ci, là, il n'y a plus le choix. Le build de points, c'est terminé. Maintenant, il va falloir mettre image. Il va même falloir avoir une registrie. C'est-à-dire que là, il va falloir que vous alliez pousser vos containers sur une registrie pour pouvoir les utiliser. Donc là, il faut un fully qualified domain name et le chemin qui correspond avec l'image et le tag de l'image que vous voulez utiliser. Parce que forcément, il va falloir que chaque nœud du cluster soit en mesure d'aller chercher votre container, votre image, pardon. Ensuite, qu'est-ce qu'on a comme contrainte?
on peut effectivement avoir la possibilité aussi de définir le fait que ça se déploie que sur des workers. Donc ça, cet exemple ne marchera pas si jamais vous avez qu'un seul nœud. Mais c'est pas grave, vous virez le placement constraint node role égale worker et puis ça marchera. Et là, il y a une finesse super importante. Les labels qu'on utilisait quand on était en Docker standalone étaient les labels du service. Pour que ça fonctionne correctement avec Swarm, il surveille les labels du déploiement. C'est à cause d'un problème de réplica et de scaling, pour le coup, qui fait ça. D'accord. Et du coup, vous faites très attention parce que vous pouvez passer des heures. Si jamais le label il est indenté un cran trop à gauche, c'est-à-dire qu'il est au niveau du service, eh ben ça marchera jamais. Il va falloir l'indenter au niveau du déploiement. D'accord. Et donc ça va vous permettre cette fois-ci d'avoir un service qui va venir se déployer sur un des nœuds et qui va être orchestré. Si jamais il tombe, c'est le cluster qui va le redémarrer tout seul. Si jamais vous lui scalez, potentiellement, il va pas mettre toutes les instances sur un seul nœud, mais il va le mettre sur plusieurs nœuds. Donc, si vous avez un cluster complet que vous vous êtes déployé, et allez voir des docs hein, pour déployer le cluster, ou au pire, de toute façon, je vous dis, c'est Docker Swarm init sur une machine, vous avez d'autres machines, vous allez récupérer les tokens, vous vous assurez qu'il y a la connectivité réseau et que les filtrages réseau sont bons entre les différents nœuds. Et puis, vous allez rajouter des nœuds avec des join workers avec le bon token, des join managers avec le bon token, et puis vous allez créer votre cluster. Encore une fois, je vous ai montré plein de choses pour que vous compreniez qu'il va falloir essayer de le faire le plus possible en infrastructure as code, parce que ça va permettre de pouvoir reproduire et de reconstruire en cas de problème et de garantir l'état si on a bien fait les choses de façon idempotente. Si jamais on a fait ces deux petits stacks, qu'on a bien notre cluster et ainsi de suite, bah, la différence, c'est qu'avant, on utilisait la commande. Alors, voilà, je vous ai mis, c'est pas déployer un service, on va parler de stack cette fois-ci. Euh, Bah, si vous lancez cet exemple, bah, vous allez avoir un Docker stack deploy-c pour déployer l'infrastructure Ingress avec trafic, d'accord. Alors, il y a une petite finesse. Cette fois-ci, il faut donner un nom à la stack. Donc, on fait un Docker stack deploy et il y a encore une deuxième finesse. C'est pas un "-f", mais un "-c" comme compose pour lui dire que ce qu'on lui donne à manger, c'est un fichier compose à la deploy. Et derrière, par contre, bah, ça va vous lancer votre stack. Ça va vous rendre la main. Et puis, bah, si vous faites un Docker service ls, vous allez pouvoir voir que vous avez un service trafic qui est demandé en replicating et qui a un réplica sur un, ça veut dire qu'il tourne, et qui s'est bindé en host IP sur les ports 80 et 8080. Et puis après, derrière, vous pouvez aussi taper la commande docker stack ls qui vous liste le nombre de stacks déployés. Après, on va vouloir lancer un service sur cette infrastructure ingress, docker stack deploy-c du compose service, on le nomme avec mon service. Pareil, Docker Stack LS, on voit qu'il y a deux stacks qui tournent. Et puis après, on va voir potentiellement qu'on a mon service qui est en replicating et qui tourne correctement. Et puis on peut faire des Docker Service Scale et ainsi de suite. Et on pourrait avoir le replicating qui augmente. Et puis il passerait par exemple à 1 sur 5, puis progressivement avec le fait qu'il lance les réplicas à 5 sur 5. D'accord. Donc ça, c'est le b.a-ba sur Swarm. Donc Swarm, bah, enfin, n'hésitez pas. Hein, c'est une bonne approche quand on veut faire du cluster simple. On va voir que pour faire de la clusterisation et de l'orchestration, moi, je vous conseille pas Swarm. Pourquoi je suis beaucoup moins loquace sur Swarm? Parce que peut-être c'est très bien pour faire du clustering sur mesure parce que c'est vachement plus simple et surtout ne le négligez pas. Et si jamais le savoir-faire Kubernetes est pas maîtrisé ou que vous êtes dans une entreprise où il n'y a pas il y a pas de cluster Kubernetes de près, ça va être une bonne façon de faire de l'orchestration et de la clusterisation. Par contre, si vous êtes dans une entreprise qui a un cluster déployé, utilisez le cluster Kubernetes parce que ça va être multitenant, parce qu'il y a plein d'avantages. Mais on va y revenir. Euh, un petit, un petit slide pour vous présenter VXLAN. Enfin, clairement, le réseau et moi,
se connaît, on se respecte, mais on partirait pas en vacances ensemble. Mais je vais essayer de le faire de la façon la plus simple possible. En gros, VXLAN, c'est de l'encapsulation layer 3 sur layer 2, qui vient faire en sorte qu'au niveau des interfaces de bridging, ça matérialise un réseau virtuel qui permet aux containers de pouvoir avoir un réseau qui est transient sur l'ensemble du cluster. Et voilà, et j'irai pas plus loin. Pour continuer un petit peu sur Docker Swarm, par contre, il y a déjà des choses intéressantes. On peut matérialiser des stratégies de déploiement, on peut taguer des nœuds. Est-ce que c'est une bonne façon de faire? J'en sais rien. Mais par exemple, si on veut faire une isolation front-end, back-end, si on veut faire une isolation sur une partie stateful, une partie pas stateful, ce serait plutôt ça qu'on ferait en fait, plutôt que front-end, back-end. On va pouvoir effectivement taguer des nœuds et faire en sorte que les containers sont lancés avec le même type de tagging et que du coup les containers web vont s'exécuter dans la partie stateless et que les containers MariaDB potentiellement ou de base de données vont s'exécuter dans la partie stateful pour garantir qu'ils vont pouvoir aller écrire leurs données. D'accord? Si potentiellement on a des nœuds sur lesquels il y a du cluster-fs, du Ceph, du NFS qui sont en place pour pouvoir aller écrire les données. Ce qui est intéressant, c'est que du coup, ça va permettre de protéger au niveau de la mise à l'échelle. L'orchestrateur ne va pas aller orchestrer, scheduler un container dans une zone sur laquelle il n'y a pas le bon tagging. Donc, si vous faites un Docker Service Scale Web égale 5, par exemple, vous avez la certitude que les containers que vous allez rajouter vont se créer dans la partie du cluster sur lequel vous voulez qu'il soit scalé. Donc du coup, c'est au moment où vous allez join et vous pouvez retaguer après, a posteriori, un node pour lui dire c'est un node pour ce type d'activité. Et après, dans vos fichiers compose, vous pouvez faire référence à se dire ce service n'est déployable que sur les nœuds du type avec ce tag particulier. D'accord? Donc ça permet de gérer la distribution de façon beaucoup plus fine. Alors, je vais finir cette vidéo sur la partie un petit peu pattern, stateful, justement pour essayer de bien illustrer ça. L'anti-pattern pur et dur, c'est de stocker ces données dans le container. Parce que vu que c'est volatile, là, maintenant qu'on est sur un cluster, il va y avoir de l'orchestration des containers, ils peuvent être supprimés à n'importe quel moment, et ils vont être supprimés avec l'eau du bain. Les données, pareil. Donc là, c'est interdit de croire que le volume associé au container a une persistance. Non, il n'en a pas. Il n'en a pas. Il n'en a plus du tout cette fois-ci. D'accord? Donc là, pour le coup, il va falloir faire en sorte que vous n'ayez jamais de données qui ne soient pas sur un volume à minima. Sachant que par contre, le gros problème, c'est que un volume, le volume, il va être host base. Et que du coup, pour que ça puisse fonctionner correctement, si vous voulez continuer à faire du stateful, c'est-à-dire aller écrire des données sur un système de fichiers, il va falloir effectivement faire ce qu'on vient de voir, les mécanismes de tagging pour restreindre un nœud sur lequel il y a du stateful. Et là, pour faire plus, c'est-à-dire que voilà, il va y avoir une relation 1 pour 1. Ou alors, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore la bonne pratique. Il va vous falloir des systèmes de fichiers distribués. C'est-à-dire que pour être sûr que chaque nœud permet d'accéder aux données, il va falloir que vous ayez la possibilité d'accéder au travers de NFS, de GlusterFS ou de Ceph. D'accord? Ce qu'on va préférer, c'est aller vers le pattern cloud native. C'est-à-dire faire en sorte que si on doit aller écrire des données, on écrit dans une base de données ou dans des cloud storage. On écrit sous forme de fichier, mais on écrit sous forme d'enregistrement dans un bucket du type S3 storage ou en gros dans un cloud storage. D'accord? Interdit le pattern volume in container interdit et la cible c'est d'être le plus possible sur le cas cloud native et si on est obligé de faire du persistant de volume, pensez bien qu'il va falloir soit du système de fichiers distribué, soit du tagging. Le tagging c'est pas une bonne pratique. Alors, vous vous rappelez, j'avais dit qu'on allait introduire le sujet de la configuration.
J'avais dit la bonne pratique, c'est d'utiliser les variables, d'injecter la configuration par les variables d'environnement, mais que potentiellement, on peut potentiellement des fois de temps en temps avoir besoin de fournir un fichier de configuration. Et ben là, il va y avoir pourquoi une des raisons, même faire du Docker Swarm init sur un seul nœud, ça peut être intéressant rien que pour ça. Parce que du coup, on va pouvoir faire en sorte qu'on on a un seul mode de fonctionnement, même si on est en dev sur un seul nœud et puis qu'on a un vrai cluster Swarm avec plusieurs nœuds en production, on va utiliser la mécanique de config et de secret. Donc, je vais l'expliquer. Donc, aller mettre ces fichiers de conf dans le container ou dans l'image, interdit. C'est bon, vous avez compris, hein, container doit être, l'image doit être agnostique de l'environnement dans lequel ça se déploie, donc c'est hors de question de faire ça. L'approche de tagging et ainsi de suite, on a la même problématique qu'on a vu juste avant, hein, va falloir s'assurer soit d'avoir du tagging, soit d'avoir un système de fichiers distribués. Donc là, mettre ces fichiers de conf à l'intérieur d'un système de fichiers distribués et venir les monter, mais ça veut dire qu'il faut venir poser le fichier sur le cluster, enfin il y a un truc qui va pas, c'est pas la bonne solution. La bonne solution, c'est d'utiliser ce que nous met à disposition le cluster Swarm, c'est de venir stocker ces credentials ou ces fichiers de configuration sous forme d'objets dans le distributed data store du cluster. Et pour faire ça, bah, il y a un objet config et un objet secret qu'on va pouvoir déclarer dans nos composes. Et le principe, c'est qu'on va venir dire le fichier Docker Compose, dans le fichier Docker Compose.yaml, je définis un secret qui fait référence à un fichier. Et ce fichier, au moment où on va lancer le service sur le cluster, il va être sauvegardé dans le Distributed Data Store. Et comme il est Distributed Data Store, il va être accessible sur tout le cluster. Et donc, la syntaxe dans un service, par exemple, au lieu de faire un mount d'un fichier de config, je vais écrire config. Je vais créer un config en bas de mon fichier qui s'appelle myconfig et je dis le contenu du fichier config ngx.conf, tu vas le mettre dans myconfig et tu vas le stocker dans le distributed data store. Et après, le service, il va faire référence à ce config. Donc, il va faire un config source égale myconfig et le target vers le fichier dans lequel on doit le mettre dans le container instancié sur le service. Si je scale au niveau réplica, eh ben, chaque réplica va aller lire ce qu'il y a dans le distributed data store pour ce config. Et puis bah, le config, bah, c'est mon fichier de conf en question. L'avantage qu'on a, c'est que du coup, au moment où j'initialise, je viens mettre mon fichier dans le distributed data store. Au moment où je mets en place mes réplicas, ça vient injecter la configuration ou le secret, hein, si c'est des données chiffrées, hein, un certificat, une clé, n'importe quoi, euh, au sein des réplicas. Et si je fais un scale, le mécanisme se fera aussi. Alors, ça, c'est vraiment illustratif le plus simple possible. Et je crois qu'il y a un petit problème. La fichier, la conf nginx, je l'ai pas mis, hein, mais c'est pas très grave. C'était juste pour dire que j'allais loguer sur le système de fichiers, pour mettre en place le logging sur le système de fichiers. Donc, le principe, c'est que vu que tout est volatile, les logs, il va falloir les récupérer. Et je sais plus si je vous l'ai dit, mais les logs d'un container, en fait, c'est la sortie standard du processus de maintien. J'avais oublié de vous le dire quand on avait vu l'exemple avec le serveur Apache qui était lancé avec Apache CTL -d foreground. En fait, pourquoi on fait ça? Parce qu'on renvoie les logs sur la sortie standard du processus de maintien du container. Et la commande docker logs permet de les récupérer. D'accord? Et puis après, bah là, c'est une autre approche. C'est pas ça que je vais identifier, mais ça veut dire que on peut accéder au log du serveur sur la sortie standard. Une autre façon de faire, bah là, c'est pas forcément la meilleure, c'est avec un stateful. C'est pas terrible cet exemple, mais le but du jeu, c'est juste de vous illustrer le fait qu'il va falloir à chaque fois que vous lancez quelque chose avec des containers, il va falloir envoyer ces logs dans un service. Ah bah le voilà le code dans un service type OpenSearch, Elasticsearch ou OpenSearch, et puis avec des outils pour faire de l'analyse avec du Kibana et ainsi de suite. Donc pour ça, il y a FluentD qui va permettre de faire, de récupérer des logs sur un stateful hein, pour le coup, et là d'aller le foutre dans une base type Elasticsearch ou OpenSearch. C'est compatible puisque c'est un fork. Et puis, bah, le principe, c'est que du coup, ça récupère ces access logs, FluentD les collecte, les injecte dans OpenSearch,
et après un Kibana peut aller les lire et donc apporter la fonctionnalité DataVis sur les données qui sont dans l'OpenSearch. On a quasiment fini, mais là, je ne peux pas aller jusqu'à la mise en contexte de la production parce que là, on s'apprête à finir la partie sur la containerisation. Après, on va voir Kubernetes, mais ça va plus être une découverte de Kubernetes. Euh, la bonne façon de superviser sur du container, c'est d'utiliser Prometheus. Prometheus, c'est ce qu'on appelle une time series database, hein, qui va permettre, avec un petit moteur, de faire du scrapping, du pooling sur différentes sources. Et donc, on va pouvoir aller chercher des données sur ce qu'on appelle des exporteurs. Mais un exporteur, ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être une application qui expose des métriques. En gros, il y a un formalisme qui a été initié par Prometheus, qui est devenu un standard qui s'appelle Open Metrics, qui est supporté par plein de logiciels, qui fait qu'en HTTP, on va exposer des métriques dans un format donné. Et puis, il a un mécanisme pour pouvoir gérer du pseudo-push avec le fait qu'il poule un composant à lui qui s'appelle la push gateway, dans lequel des scripts peuvent aller pousser des métriques. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que Prometheus, il a la possibilité de pouvoir supporter d'autres time series que lui-même avec Cortex ou Victoria Metrics par exemple. Il a une interface web, mais elle n'est pas forcément géniale. Mais il est utilisable au travers de Grafana via son API. Et puis en gros, bah, comme tout moteur de base de données, il a son propre langage de requête, PromQL, qui va permettre de créer des alertes, des objets surveillables, d'aller rechercher des métriques dans des aspects time series, c'est-à-dire avec des intervalles, avec des offsets et ainsi de suite. Comment ça se met en place? Bah, en gros, bah, si jamais vous mettez en place un cluster Swarm, vous allez sur un des managers potentiellement venir déployer Prometheus et Grafana. Vous allez mettre Cadvisor en deployment global. C'est pareil, je ne vous l'ai pas montré dans la conf compose, on peut dire qu'un service est déployé en mode global et on va avoir une instance de Cadvisor qui va être posée sur chacun des nœuds. On peut mettre node exporteur qui va permettre de surveiller le nœud principal. Si vous êtes curieux, vous irez dans la partie GitHub du dépôt GitHub Ultra Green. Il y a une stack qui s'appelle Prometheus Splash euh, qui permet de mettre en place un, une supervision Prometheus en entier pour pouvoir vous amuser, bricoler un petit peu. Et puis bah oui, donc ce node exporteur, il va surveiller les métriques système. Alors du coup, pourquoi je vous parlais d'aller regarder sur cet exemple? Parce que node exporteur, il va falloir le lancer d'une manière bien particulière. Il va falloir lui donner l'accessibilité sur une vision du système racine. Donc il va falloir lui donner l'accès au slash proc du système. Il va falloir faire des montages qui peuvent s'apparenter à des trous de sécurité, mais qui sont faits pour pouvoir avoir une vue sur une surveillance du système. Donc le node exporteur se lance de manière un peu particulière. C'est pas un simple service tout simple à lancer. L'écosystème Prometheus, ça permet d'aller du business analysis monitoring jusqu'au système analysis monitoring. On peut superviser, alors je vais reprendre dans l'autre sens, mais on peut superviser de l'infra, on peut superviser les couches runtime, containerisation, infrastructure d'exécution. On peut superviser les produits logiciels, on peut superviser les middleware, on peut superviser du batch via la push gateway et ainsi de suite. On peut et c'est là où ça devient intéressant. On peut avoir dans les langages de programmation des bindings qui vous permettent, dans vos applications, de matérialiser des métriques. Ce que je dis régulièrement quand je parle de supervision, c'est que, et quand je parle à des développeurs, c'est quand une MOA vous demande de développer un dashboard pour surveiller vos applications, ne codez jamais. Négocier dès le début à mettre en place des métriques. Et après, derrière, s'il dit, ouais, j'aimerais bien qu'il y ait un tableau de bord pour voir les machins. Non, 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 non. C'est métrique, Prometheus et dans Grafana des dashboards. Et même à la rigueur, c'est vous prenez le temps de former votre MOA pour savoir se servir de Grafana et elle va faire elle-même ses petits dashboards. Donc effectivement, dans la partie event processing alerting, bah, vous allez avoir Prometheus avec Alert Manager qui va permettre des choses, Grafana, OpenDuty
Ça va être interopérable sur sur les aspects de ChatOps. Ça peut aller envoyer les métriques sur un Mattermost, sur Rocket. On en parlera de la partie de ChatOps. Il y a la partie de DataVis qui est portée par Grafana. On peut augmenter le storage avec Cortex, Thanos, Victoria Metric. On peut faire du service discovery avec Consul, TCD et ainsi de suite. Donc vraiment, c'est un écosystème extrêmement riche Prometheus et je vous encourage à aller y jeter un coup d'œil et peut-être que je prendrai le temps d'aller beaucoup plus loin sur des vidéos spécifiques, séparées. Là, le but, c'est vraiment de faire un overview. Je vais finir cette vidéo en vous parlant de Podman. Parce que Podman, c'est l'alternative Red Hat. Elle est très intéressante parce qu'elle est sans démon, parce que elle a une approche différente, multi-composants pour répondre aux mêmes enjeux. Disons que ce qu'il faut bien se dire, c'est que ce qui est intéressant avec Podman, c'est que la nécessité de l'élévation de privilèges pour exécuter un container, elle disparaît avec Podman, et c'est pour ça que je vous encourage à le regarder très sérieusement. J'aurais envie de dire que ni l'un ni l'autre ne sont des bons runtime quand on va faire de l'orchestration avec Kubernetes. Il faut mieux privilégier des runtime plus rudimentaires, Cryo, RunC ou des choses comme ça, qui sont dédiés à faire que du runtime. Par contre, sur votre environnement de développement, Podman ou Docker, pourquoi pas. Et puis même Podman Desktop, je crois pas qu'ils aient la même contrainte que Docker Desktop sur le fait d'être interdit à l'usage gratuit sur les entreprises de plus de 50 salariés. Donc il y a Rancher Desktop, mais il y a Podman Desktop aussi qui peut être intéressante, sachant que par contre Rancher Desktop vous donne le choix entre Docker en runtime sous-jacent, mais Docker CE pour le coup. Donc vous avez le droit de l'utiliser, alors que Podman, c'est Podman. Donc voilà, je vais m'arrêter là et puis la prochaine fois, on va attaquer Kubernetes et puis bah, ça va être un gros morceau. Mais voilà, Docker Swarm, c'est très bien pour faire de l'OSM. C'est très bien pour faire des solutions rapides à mettre en œuvre. Le ticket d'entrée sur Swarm, il est plus facile, même si là, je n'ai fait que le survoler lui aussi. Enfin, clairement, enfin, c'est beaucoup plus accessible et en auto-formation beaucoup plus possible que Kubernetes. Et euh, la partie mise en œuvre d'un cluster Kubernetes, c'est quasiment un métier. D'accord? Donc, ne négligez pas Docker Swarm s'il n'y a pas de solution de clusterisation mise en œuvre dans la structure dans laquelle vous avez à déployer vos applications. Au revoir et merci.